bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement. Et je le dis et je le répète, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à la protection de l'environnement au quotidien, eh bien, c'est sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de dérèglement climatique et des mesures qui sont en œuvre pour y remédier. Alors, le dérèglement à Mayotte, on en connaît un rayon, on en sait quelque chose entre les inondations, les pluies qui arrivent tardivement. Anne-Constance, on parle souvent du PCAET. C'est pas un gros mot, mais c'est quoi ? C'est le plan climat, air, énergie des territoires. C'est un document de programmation des collectivités territoriales qui recense les actions qu'ils vont mettre en œuvre pour lutter contre ces dérèglements climatiques. Que va-t-on retrouver dans cette émission? Tout de suite, le sommaire d'APE. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir que les collectivités sont actives et entreprennent des projets. On aura des invités, bien évidemment. On aura Yves Raja qui sera avec nous. Il est directeur de l'AFD. On aura également Chico Soufou, chargé de mission plan climat, air, énergie territoriale et mobilité alternative à la CCPT. Et puis, on aura Mououmina qui sera avec nous. Cheikh Ahmed, vice-présidente de la CC Sud, chargée du développement durable. Et puis nous découvrirons comment certaines villes agissent avec des moyens insuffisants, semble-t-il, pour tenter d'atténuer les effets quotidiens des habitants sur le réchauffement climatique. Et puis Anne-Constance Anguena nous donnera ces fameux quelques chiffres en fin d'émission. La commune de Kanikeli a renouvelé une partie de son éclairage public avec des énergies renouvelables. Nous allons voir comment cette réalisation a été faite. Nous allons aussi découvrir sur le terrain que la qualité de l'air est suivie par des professionnels, notamment au travers de relevés réguliers. Nous allons voir comment on fait ce genre de relevés. Regardez ce reportage étonnant de Pierre Bellucci et de Daniel Dunon. Le plan climat-air-énergie territorial remplace depuis le 28 juin 2016 l'ancien plan climat-énergie en y intégrant les enjeux de la qualité de l'air en France. En effet, la loi LOR, promulguée en 1996, instaure que chacun a le droit de respirer sans que cela ne nuise à sa santé. Un observatoire de la qualité de l'air est aujourd'hui installé dans chaque région. À Mayotte, c'est l'association AWA qui mesure la qualité de l'air. Il y a des seuils sanitaires qui sont imposés par les réglementations. Et donc nous faisons en sorte de voir si les polluants dépassent ou non ces seuils réglementaires. S'il y a dépassement, nous alertons les autorités telles que la préfecture, l'ARS ou la DEAL et ces institutions prennent les mesures nécessaires pour diminuer la pollution si c'est possible. Créé il y a 6 ans, AWAER assure que globalement la qualité de l'air est bonne à Mayotte. Un point noir se situe néanmoins entre Koungou et Mamoudzou, des communes qui accueillent un important trafic routier. La qualité de l'air y est automatiquement moins bonne. Par ailleurs, d'autres atteintes à l'environnement peuvent détériorer la qualité de l'air que l'on respire. Et un autre point noir aussi sur l'île, c'est tout ce qui est brûlage, que ce soit des brûlages agricoles qu'on appelle des brûlis ou de l'écobuage, qui est assez culturel dans la façon de faire à Mayotte, mais aussi tous les brûlages sauvages de déchets verts, mais aussi de déchets de poubelles, de plastique, de pneus, de matelas, enfin tout ce qu'on peut. Et là, c'est vraiment des incendies de déchets qui provoquent des émanations toxiques de gaz. Le plan climat-air-énergie territorial est un outil de programmation des intercommunalités. À Mayotte, les communautés de communes sont jeunes et possèdent du retard, mais les choses se mettent en place. Dans certaines communes, comme à Kanikeli, les énergies renouvelables sont déjà au cœur des politiques publiques. Toute une partie de l'éclairage communal repose en effet sur l'énergie solaire. On est dans un territoire insulaire, donc là-dessus, les ressources sont rares à Mayotte, comme on le sait, même à l'échelle mondiale. Donc ça permettrait aussi d'innover en termes sur le territoire d'autres sources d'énergie, mais aussi avoir un rendu luminaire qui était très intéressant.
et en mobilisant le solaire qui est une ressource qui est bien présente dans notre département. Les investissements dans les énergies renouvelables ont un coût important, mais les retombées à long terme sont réelles, d'autant plus qu'ils entrent dans une stratégie globale qui vise à réduire les impacts sur l'environnement tout en améliorant le cadre de vie. Un projet dans la phase 2, c'est qu'on puisse, dans ces circuits-là, demain amener des voies vertes qu'on voit un peu se développer petit à petit à Mayotte et relier nos villages via des voies sécurisées, trottoirs sécurisés, etc. Donc la lumière arrive, mais l'idée derrière, c'est amener des voies de promenade, des voies cyclables, des pistes cyclables, des voies de cheminement piéton, tout le long de ces circuits-là. Géothermie, énergie renouvelable, circulation verte, normes de construction, promotion de l'économie circulaire, le plan climat-air-énergie territorial constitue une formidable opportunité pour Mayotte. Et si Kanikeli fait figure d'exemple à suivre, elle devrait bientôt ne plus être l'une des seules communes à miser sur une île plus verte. Eh bien, ça va pas trop mal, plutôt à Mayotte, en tout cas pour ce volet-là. On va présenter nos invités, ils sont nombreux autour de la table. On a évidemment Yves Raja, le directeur de l'AFD. Yves, bonjour. Bonjour. On a également Chico Soufou, chargé de mission plan climat, air, énergie territoriale et mobilité alternative. Chico, bonjour. Bonjour. Et puis on a Moumina qui est avec nous, Cheikh Ahmed, vice-présidente CC Sud, chargée de l'environnement et de l'énergie. Moumina, bonjour. Bonjour Patrick, Merci. Bonjour les Mahoraises et les Mahorais. Merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous. Yves, l'atténuation du changement climatique, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire atténuer l'ampleur du réchauffement climatique, Ouais. soit en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, soit en captant le CO2 qui se situe dans l'atmosphère et en le piégeant dans des puits de carbone tels que les forêts, des landes, des tourbières. Ouais. Ça veut dire aussi concrètement remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne, l'énergie thermique des mers, l'énergie solaire, la biomasse. D'accord. etc. Alors, dans ce début d'émission, Anne-Constance nous a donné l'explication du PCAET, ce que ça veut dire, mais ça sert à quoi, Chico? On fait quoi avec ça? Alors, pour reprendre le PCAET, en fait, c'est un document cadre qui permet justement de programmer sur un territoire donné l'ensemble des mesures à prendre pour justement agir en faveur du réchauffement climatique, du changement climatique. Ouais. Donc, dedans, il va y avoir en fait toute une série d'actions pour justement lutter contre le changement climatique et justement minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Eh oui, forcément. Moumina, à quoi ça sert exactement tout ça? Alors, Avec des mots simples. Le PCAET, comme le disait Chico, c'est un document réglementaire de planification territoriale qui sert à anticiper à court, moyen et long terme les conséquences du réchauffement climatique, de développer les énergies renouvelables ou de maîtriser la consommation en énergie en mobilisant bien sûr l'ensemble des acteurs du territoire, la population, les acteurs publics et les professionnels. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, il s'agit de planifier des projets d'éco-construction, de construction durable en utilisant des matériaux des écomatériaux plutôt, des produits isolants, des fenêtres performantes, des lampes basse consommation. Dans le domaine du transport, cela peut être des modes de transport durables, en favorisant ces modes-là. C'est dans l'actualité, ça, hein? Oui, en favorisant ces modes de transport-là, par l'aménagement, par exemple, de pistes cyclables, la mise en place de location de vélos électriques, d'installer des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques également. C'est un tas d'actions comme ça qui font ce PCAET. Yves Raja, comment on fait un tel document?
Beaucoup de travail, Oui, en travaillant longtemps. Ouais. C'est un document qui prend beaucoup de temps dans sa réalisation, minimum de 2 ans, mais à Mayotte, on a été plus efficace que ça en fait. Comme quoi, comme les idées reçues. Voilà. Ouais. Et donc, en tout cas, au cœur du réacteur, ce sont les communautés de communes ou les communautés d'agglomération qui ont la charge de ces documents, qui ont été rendus obligatoires par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et donc également le contenu de ce document est fixé par la loi avec un diagnostic, un plan de développement durable. C'est pas un truc en l'air, quoi. Voilà, non, un plan d'action, un mécanisme de suivi, d'évaluation. Ça peut être réalisé directement par les communautés de communes ou d'agglomérations par leurs services, donc c'est-à-dire en régie. Je connais en fait aucun cas, mais ça peut exister. Et la très grande majorité des cas, c'est en externalisant les prestations au travers d'appels d'offres, mobilisant des bureaux d'études spécialisés. Et donc ça a été le cas ici à Mayotte pour les 4 PCI qui ont fait ces PCAET. Et c'est, d'ailleurs je pourrais revenir là-dessus ultérieurement, ce processus-là qu'on a accompagné. Chico, une fois que le plan est réalisé, il se passe quoi? Parce que bon, là, pour l'instant, c'est de la théorie, du document. Mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Bien sûr, une fois que ce document cadre est réalisé, il faut mettre les moyens, en tout cas les collectivités doivent mettre les moyens pour réaliser l'ensemble des actions prescrites dans le document. Donc le PCAET a une durée de 6 ans. Et avec une révision à mi-chemin, donc pour pouvoir justement contrôler, vérifier ou adapter. Exactement, adapter. Ça permet également de voir s'il y a certaines actions auxquelles il faut supprimer ou rajouter d'autres actions auxquelles la collectivité a mis en place. Donc voilà, donc au bout de 3 ans, il va falloir réviser le document. Mais dans tous les cas, il faut, une fois le document validé par les élus, c'est la mise en œuvre. Et si justement les orientations de ce doc ne sont pas réalisées, déployées, on fait comment? Il y a sanction? Pas forcément, il n'y a pas de sanction, mais voilà, l'idée c'est de faire dans tous les moyens pour justement réaliser l'ensemble des actions. La sanction, on la paiera. C'est clair. Parce que de toute façon, le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. La plupart des experts internationaux s'accordent à dire que le coût de l'inaction, en fonction des scénarios catastrophiques, varie entre 5 et 20% du PIB. Le coût de l'action, c'est 1% du PIB mondial. C'est incroyable. Moumina, pardon. On sait qu'à Mayotte, on a quand même pas mal de communes, voire de petites communes qui sont en difficulté financière. Comment elles vont pouvoir financer de tels projets? Alors, le PCAET, c'est des actions qui sont chiffrées dans des fiches actions spécifiques qui précisent les modalités de portage et les partenaires potentiels. Donc les communes, bien sûr, sont des partenaires indispensables dans la mise en œuvre de ce programme. Mais je précise tout de même que les intercos sont responsables du pilotage et du déploiement de ces actions du fait de leurs compétences statutaires. Pour ce qui concerne les acteurs qui ne disposeraient pas de conditions financières suffisantes, des mécanismes de coportage existent. On nous parle aussi d'un prêt vert. C'est quoi un prêt vert? Je ne sais pas si quelqu'un peut en parler. Alors, un prêt vert, en fait, c'est un prêt auquel on peut avoir dans l'ensemble des banques, qui permet justement en fait de donner l'avantage aux porteurs de projets pour réaliser des actions. Bien sûr. Donc ça peut être des actions, par exemple, je peux aller faire un prêt vert auprès d'un bureau de banque pour justement réaliser des travaux pour la maîtrise de l'énergie, par exemple. Bien sûr. Initialement, il y avait des prêts à taux zéro, donc auxquels l'État prend en charge justement les... voilà. Alors pour évoquer le Prévert, on aurait pu demander à Jacques, Prévert, mais on va pardon, excusez-moi, il fallait oser la faire, je l'ai faite, excusez-moi, mais on a la chance d'avoir le directeur de l'AFD sur ce plateau. Qui a fait ce PCAET? Qui fait le PCAET? Ce sont les collectivités. Essentiellement.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte met les EPCI au cœur du réacteur. Ce sont les seuls responsables des PCAET aujourd'hui. Et évidemment, une fois que ce programme d'investissement est réalisé, pour le financer, effectivement, il y aura l'AFD à côté et il y aura l'AFD avec du prêt vert. Et pour nous, la condition préalable à tout prêt vert, c'est aujourd'hui la réalisation des PCAET. Bon, sinon, on fait ce que l'on fait aujourd'hui avec un certain nombre de collectivités, on rentre dans le détail du programme d'investissement et on voit si les investissements considérés sont éligibles au prêt vert. Mais dans un an, quand tout sera validé, terminé, etc., dès lors qu'une collectivité aura un PCAET, c'est-à-dire aura structuré l'ensemble de son programme d'investissement, on arrivera avec du prêt vert auprès de la collectivité, et ça veut dire, comme le disait Chico, du prêt à taux zéro. Et que seule l'AFD fait. J'ai entendu parler des banques, mais c'est seule l'AFD qui fait ça. Mais Yves, un PCAET, le CD 976, ils en ont fait un. Quel est le lien entre ce document et celui du conseil départemental? Alors, excellente question. Parce que, effectivement, très très cher pour ça. Oui. Effectivement, ils ont fait un PCET. C'était donc avant la loi sur la transition énergétique. Donc on ne s'occupait pas de la qualité de l'air, donc on enlève le A. Et l'idée, c'était qu'effectivement, ils puissent structurer leur programme d'investissement d'avenir autour de la problématique de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique. Il est hors de question que nous, on ne s'intègre pas dans ce cadre-là. C'est bien de décliner à l'échelle des communautés de communes ces plans qui ont été déterminés. Maintenant, il y a quelques années, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'idées. On a reçu il n'y a pas longtemps sur ce plateau des responsables du CD 976 qui aimeraient tendre vers une plus forte production en électricité via des énergies renouvelables. Le PCAET ou les PCAET peuvent le permettre, ça? On est au cœur du système. Comme on l'a tous dit autour de cette table, les PCAET visent l'atténuation des effets du changement climatique. L'atténuation des effets du changement climatique, c'est d'abord des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles. Mouroumina, dans le CC Sud, le réchauffement climatique a des effets très concrets sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que ça se perçoit, ça se ressent déjà? Le réchauffement climatique, c'est une réalité sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Au sud, nous avons la plupart des villages qui sont implantés sur le littoral qui sont menacés par des risques de submersion marine. On n'a jamais vu l'eau monter aussi haut. C'est clair. On n'a jamais vu ça. Je pense aux habitations à Bouéni, à des lieux historiques comme à Porouani, l'ancienne mosquée, à Kanibé, des écoles, des aires de loisirs, tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique? Oui, bien sûr. Et aussi à cause de l'affaissement du territoire, bien sûr. Ça va avec. Chico, est-ce qu'on peut évaluer l'impact des mesures déployées sur le réchauffement climatique? Bien sûr, on peut mesurer ces impacts-là. D'ailleurs, on arrive à voir progressivement les effets du changement climatique. Mais pour pouvoir justement mesurer les impacts, il faut, dans un premier temps, du coup, avoir les résultats d'observation qualitative. Attachés à un domaine géographique bien déterminé. Et donc, on peut avoir des indicateurs de mesure. Donc, par exemple, la température, le nombre de degrés jour de l'année, etc. Donc, ces phénomènes-là peuvent nous donner justement les indicateurs mesurés liés au réchauffement climatique. Yves, on en profite, vous êtes sur le plateau. Quels sont les projets en cours de réalisation dans les communes? Parlons concret. Alors effectivement, parlons concret, mais les PCAET aujourd'hui sont en cours d'achèvement. Ils ont tous été transmis à l'autorité environnementale, l'ADEAL, pour examen. Certains sont même passés au stade de la consultation publique. Et une fois que cette consultation sera passée, les communautés de communes pourront délibérer pour acter la mise en œuvre du PCAET. Mais d'ores et déjà, un certain nombre de collectivités n'ont pas attendu ces PCAET pour se mettre à l'action, et on fait de l'éclairage public solaire, et on fait du déplacement. On l'a vu dans le reportage. Donc comme on a vu dans le reportage, effectivement. Donc
beaucoup sont déjà passés à l'action. Nous, en tout cas, ça fait déjà plus de 2 ans et demi qu'on déploie le prêt vert parce que on trouve au sein des programmes d'investissement des collectivités des actions concrètes d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique qui nous permettent d'aller financer avec du prêt vert. Moumina, tout à l'heure, dans les couloirs de la télévision, j'ai entendu un mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, cadastre solaire. Ça veut dire quoi? C'est quoi un cadastre solaire? Le cadastre solaire, c'est un outil numérique qui sert à informer les acteurs du territoire sur le potentiel solaire de chaque habitation, c'est-à-dire de chez vous, depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable, vous pourrez localiser votre habitation et connaître la rentabilité énergétique et économique de la pose d'un système solaire thermique directement sur mon téléphone avec une application. Bien sûr. Donc à la CC Sud, on porte déjà un projet de cadastre solaire. Mais je rappelle quand même que la transition énergétique, c'est l'affaire de tous les acteurs, aussi bien la population, les acteurs publics que le privé. Donc il faut que nos collectivités puissent disposer d'outils innovants pour accompagner cette transition en structurant l'ensemble des filières économiques. Avec les installateurs professionnels, avec la maintenance, pour que la population, bien sûr, puisse disposer de ces services qui contribueront dans le processus de développement durable de notre territoire. Ce cadastre solaire, c'est donc une réponse très concrète que tout le monde pourra utiliser. Il permettra de piloter, de centraliser l'ensemble des informations sur le potentiel solaire disponible, sur les toitures, sur les préconisations technologiques avec les filières associées, les démarches à suivre, les modalités de subventionnement possibles et les mécanismes financiers et la mise en réseau, bien sûr, des acteurs avec les informations de sensibilisation. Yves, toutes ces initiatives, ça coûte beaucoup d'argent, c'est clair. On est en droit de se poser la question de son impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous comprenez les gens qui se posent des questions là-dessus ? Oui, évidemment, mais en tout cas, comme je le disais, et aujourd'hui ça fait consensus sur le plan international, le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action. On compare entre 5 à 20% de PIB à 1% de PIB. Ok. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri racontée par Pierre Rabhi. Donc, le petit colibri qui essayait d'éteindre l'incendie. Et puis le tatou, un peu énervé, il disait mais pourquoi tu t'agites, parce que tout le monde était atterré, il préférait ne pas bouger, et il a dit je fais ma part. Et les PCAET, c'est en fait l'engagement de la France, l'engagement opérationnel de la France, pris lors des accords de Paris sur le climat, au même titre que l'ensemble de la communauté internationale. Et chacun doit prendre sa part. Alors, si je prends l'exemple de la voiture électrique, la voiture électrique, très bien, un produit vert, mais on recharge les batteries avec EDM qui fonctionne sur un groupe. Il y a un problème. C'est pas logique. Évidemment, la voiture électrique, elle est indissociable du renforcement de la production en termes d'énergie renouvelable. Ça, c'est inhérent à la question que vous posez. Et donc aujourd'hui, ces investissements sont en cours. Il y a déjà des programmes d'énergie solaire couplés à du stockage de batteries pour gérer l'intermittence, des ombrières solaires pour recharger. Il y a le programme en petite terre porté par le département sur l'amélioration de la connaissance de la géothermie. Voilà, tout ça est en cours. C'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir changer le mix énergétique, mais en tout cas, ce mix est en évolution et accompagnera le processus de la voiture électrique. Chico, pour conclure, pourquoi on ne progresse pas davantage ou plus vite sur les énergies renouvelables pour produire de l'électricité ? Alors aujourd'hui, en tout cas ici à Mayotte, il faut savoir qu'on est dans une zone non interconnectée et donc très réglementée, bien évidemment. D'ailleurs, il y a le conseil départemental qui a réalisé des études pour justement voir le potentiel en énergie renouvelable sur le département. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est le photovoltaïque qui a le plus de potentiel. Sauf que là, il faut voir également sur le potentiel et voir, il faut savoir également aussi que EDM, enfin pas forcément EDM, mais le département, on est quand même, on dépend de 98% d'énergie énergie fossile, dont sur la part de la production d'électricité, 95 et 5%
énergie photovoltaïque. Ouais. Donc C'est peu, il faut arriver, c'est très peu effectivement, mais il faut qu'aujourd'hui EDEM arrive à gérer justement entre l'offre et la demande. On aime les chiffres sur ce plateau et c'est Anne-Constance Onguena qui s'y colle. Anne-Constance, les émissions de CO2 qui génèrent des gaz à effet de serre proviennent de quel type d'activité? Rapidement. Alors rapidement, 2 en priorité. Le transport pour 33% des émissions contribue à réchauffer l'air dans lequel on vit et 16% pour l'énergie. Alors justement, pour les transports, sur les émissions liées au transport, et quelles sont les répartitions entre les différents moyens de se déplacer? 74% pour les voitures, donc on peut agir, 12% pour l'avion, 11% pour le bateau. Ouais. Alors, est-ce qu'on connaît clairement les sources d'énergie qui émettent le plus de CO2, pardon. Je fais la même erreur que Jacques. J'ai pris quelques chiffres qui nous intéressent. Oui. Donc le fuel est de loin celui qui émet le plus, 560 grammes par gramme de CO2 par kilowattheure produit. L'éolien, donc que nous n'avons pas encore ici, c'est le plus léger en matière d'émissions, c'est 11 grammes de CO2 par kilowattheure. Le solaire, c'est de 41 à 48 grammes, c'est pas rien quand même, parce qu'il faut recycler les panneaux photovoltaïques, voilà. Et de loin, quand même, le nucléaire est celui qui produit et qui coûte le moins en gaz à effet de serre à la planète, puisque c'est 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais effectivement, il y a du déchet ultra dangereux à devoir recycler. Merci beaucoup Anne-Constance. Je veux dire merci également à Moumina qui était avec nous. Merci d'avoir passé un peu de temps. Merci Yves. Merci Chico d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Agir pour l'environnement. Eh bien oui, agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.